Nouvelle preuve, nouvelle photo, une heure manquante, que les enquêteurs ne peuvent toujours pas expliquer publiquement. La United Cajun Navy vient de publier son rapport d'enquête complet sur l'affaire Nolan Wells. Et cela soulève de nouvelles questions sur ce qui s'est réellement passé sur Horn Island, révélant ce que les enquêteurs ne peuvent peut-être toujours pas vérifier. Nous allons vous présenter les principales conclusions. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien, inutile de rappeler que l'affaire Nolan Wells a suscité de nombreuses théories, spéculations et questions sans réponse. Mais aujourd'hui, nous avons maintenant quelque chose d'un peu plus concret. Peut-être. La United Cajun Navy, l'équipe de bénévoles, a commencé les recherches sur Horn Island quelques heures après la disparition de Nolan Wells. Ils ont publié leur rapport d'enquête complet. Et ce qu'ils ont découvert est significatif. Et pour être clair, il ne s'agit pas de l'enquête du bureau du shérif, mais on peut se demander, vont-ils s'appuyer là-dessus? Donc, vous avez de nouvelles photos qui montreraient comment les enquêteurs pensent que les bateaux étaient positionnés. De nouveaux témoignages qui complètent potentiellement certaines parties de la chronologie. Et il y a cette lacune cruciale. C'est une période d'un peu plus d'une heure qui pourrait détenir la clé de ce qui est réellement arrivé à Nolan Wells. Nous allons tout vous expliquer, car bien des choses se sont passées dans cette affaire depuis la dernière mise à jour. Surtout ces 24 dernières heures. Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent, Nolan Wells, 18 ans, a disparu lors d'une sortie en bateau le 4 juillet à Horn Island, Mississippi. Ses amis sont revenus sur le continent sans lui. Il aurait choisi de rester sur l'île, peut-être pour discuter avec une jeune femme. 2 jours plus tard, son corps a été retrouvé. Sa famille se bat pour obtenir des réponses depuis ce jour-là. Ils réclament une enquête approfondie de la part des forces de l'ordre. Ils ont engagé un avocat externe, Ben Crump, pour les représenter tout au long de cette enquête. Nous apprenons maintenant que des personnes présentes avec Nolan ce jour-là, comme Warren Hudson, dont le père a offert 50 000 $ de récompense pour toute information, ainsi que 2 autres personnes, Jack Spatalo et Morgan Seymour, ils ripostent maintenant. Ils ont lancé une collecte de fonds, Give Send Go, avec un objectif de 100 000 $, 100 000 $, pour couvrir les frais de défense juridique. Dans la description, ils disent avoir été, je cite, inondés de menaces de mort, de menaces de violence et de diffamation. Ils ont été faussement et injustement accusés par des personnes en ligne et dans les médias d'avoir, directement ou indirectement, joué un rôle dans la mort de Nolan. La plupart d'entre eux n'ont même pas pu aller aux funérailles de leur meilleur ami. Un avocat de la famille Hudson a confirmé à Rolling Stone que la collecte de fonds est légitime et que l'argent servirait à d'éventuelles poursuites pour diffamation contre la meute en ligne. Et d'ailleurs, en parlant de menaces, et nous en avons déjà parlé ici dans Sidebar, apparemment, elles continuent d'affluer. Le Sun Herald rapporte qu'un homme de l'Illinois, nommé Edward James Porter, a maintenant été inculpé pour avoir menacé de tuer des témoins et leurs familles dans le cadre de l'enquête d'État en cours sur la mort de Nolan. Il aurait dit à un témoin qu'il allait, je cite, « venir les tuer ». Il a envoyé leur adresse personnelle et est accusé d'avoir menacé un autre témoin de le tuer, de découper son corps et de mettre les restes dans une valise. Cela fait suite à 2 arrestations précédentes, dans l'Ohio et en Californie, prétendument liées à des menaces dans l'affaire. Et puis il y a la mère de Nolan, Christine Wensley, qui non seulement cherche des réponses dans cette affaire, mais maintenant elle riposte. Elle s'oppose à un récit qui circule, disant à Don Lemon, dans son émission, que l'un des entraîneurs de football de Nolan l'a vu sur l'île entre 14h45 et 15h30 ce jour-là, et a dit qu'il allait, je cite, « parfaitement bien », qu'il n'était pas ivre-mort. Donc elle s'oppose à l'idée que Nolan était fortement intoxiqué, ce qui a été mentionné dans plusieurs reportages. Et elle se demande pourquoi ce récit a été mis en avant, en disant « Est-ce que c'est un récit que vous voulez utiliser ?» Nous avons obtenu un email interne du MDNR qui décrit la consommation d'alcool de Nolan comme étant excessive. Le département des ressources marines du Mississippi estime que Nolan avait beaucoup bu avant qu'il ne soit signalé disparu. Mais le témoignage de l'entraîneur et l'insistance de Wensley remettent en cause cette version. Et il faut aussi noter que le rapport toxicologique de l'État n'a pas encore été rendu public. Ce rapport, ainsi que le rapport d'autopsie, sont tous retenus jusqu'à ce qu'un grand jury soit constitué et prenne une décision. Rappelez-vous, le bureau du shérif enquête toujours là-dessus. D'après toutes les informations, selon la loi du Mississippi, cela va être présenté à un grand jury, parce que c'est un point clé, n'est-ce pas? L'autopsie officielle de l'État est terminée, mais les résultats sont sous scellés. La procureure Angel Myers McCarthy dit que chaque décès dans le comté qui n'est pas de cause naturelle ou un accident de voiture non criminel est soumis à un grand jury.
ce qui signifie que le rapport ne sera pas rendu public tant que ce processus n'est pas terminé. Nous ne savons pas quand cela se produira. D'accord, je sais que c'est un virage à 180 degrés, mais je dois vraiment mentionner un sponsor qui aide vraiment à rendre ces épisodes possibles. Et ceci s'adresse à tous les propriétaires d'entreprises qui nous écoutent. Je pense que vous devriez vraiment prêter attention. Parce que, franchement, gérer une entreprise est déjà assez difficile, non? Pourquoi se compliquer la vie en faisant les choses manuellement ou en comptant sur des dizaines d'applications qui ne communiquent pas vraiment entre elles? Eh bien, c'est là que notre sponsor, Odoo, entre en jeu. Odoo est une plateforme de gestion d'entreprise tout en un avec une suite complète d'applications intégrées qui connectent parfaitement toutes vos opérations, de la vente et la comptabilité à la production et à l'expédition. Odoo génère automatiquement des bons de commande, factures et factures fournisseurs professionnels et élégants. Il peut attribuer des équipes de vente, envoyer des mises à jour par email à chaque étape et générer des rapports via l'IA pour faciliter la prise de décision. Pour la production, les applications synchronisent inventaire et production en temps réel avec les achats, évitant les ruptures de stock. En comptabilité, tout est automatisé. Odoo génère les factures, suit les dépenses et résume les données avec l'IA, vous économisant des centaines d'heures. Et le meilleur, vous pouvez choisir vos applications et même créer des flux de travail personnalisés afin que tout soit entièrement adapté aux besoins de votre entreprise. Faites passer votre entreprise au niveau supérieur en consultant gratuitement un expert Odoo dès aujourd'hui sur odoo.com/odoo.com/sidecar. Maintenant, je souhaite évoquer ce que la United Cajun Navy a découvert, puisqu'ils travaillent dessus depuis le début. Leur rapport offre l'image la plus claire à ce jour de ce qui a pu se passer sur Horn Island ce jour-là. Donc, le rapport inclut une photo que je ne pense pas avoir vue auparavant, car elle montre 3 bateaux ancrés côte à côte. Le Palm Beach, le Triton, c'est le bateau sur lequel nous pensons que Nolan se trouvait, et le 3e bateau, identifié comme bateau numéro 3. C'est intéressant. Le rapport inclut une déclaration de témoin indépendant, une femme qui a pris une photo de ces mêmes bateaux et qui a dit que lorsque son groupe est parti à 19h30 ce soir-là, Nolan était, je cite, introuvable. Il y a autre chose. Vous vous souvenez de cet enregistrement audio qui a été diffusé? L'appel de détresse qui a été passé depuis le bateau sur lequel Nolan était censé se trouver? Ou sur lequel il avait été à un moment donné? Il n'est pas certain qu'il était à bord lors de l'appel, malgré des vidéos contradictoires suggérant le contraire. Rappelons que le bateau prenait l'eau et que les jeunes paniquaient. L'appel disait « Hé, nous sommes à la pointe ouest de Horn et notre pompe de cale a cessé de fonctionner. Nous sommes en train de couler. Pouvez-vous venir? Nous avons une urgence. » Y a-t-il une personne vivante, quelqu'un qui respire sur le bateau? Y a-t-il quelqu'un sur le bateau? Oui. De nombreuses personnes respirent sur le bateau, donc l'audio a été amélioré. En ligne, certains affirmaient avoir entendu des gens paniquer à propos de Nolan en arrière-plan, bien que cela n'ait pas été vérifié par les forces de l'ordre. Et voici ce qui est important maintenant. Selon ce rapport de la United Cajun Navy, la Cajun Navy n'a trouvé aucune preuve permettant d'établir quand le bateau a réellement commencé à prendre l'eau. La chronologie compte ici, non? Les amis disent que le bateau prenait l'eau. Ils ont donc dû partir. Mais Nolan aurait choisi de rester. La United Cajun Navy dit qu'ils n'ont rien pu trouver pour confirmer cette chronologie. Alors, quand l'eau a-t-elle réellement commencé à entrer? Et il est important de noter que ce rapport est une analyse indépendante, n'est-ce pas? Il ne provient pas des conclusions de l'État. Il ne provient pas non plus des conclusions du shérif. L'enquête de l'État est toujours en cours, mais il est clair que nous avons beaucoup de choses à discuter. C'est pourquoi nous avons fait appel à quelqu'un qui peut nous aider à comprendre tout cela. Je reçois maintenant Alex Beer. C'est un plongeur judiciaire, expert en police maritime, et ayant enquêté sur des affaires similaires. Merci beaucoup d'être venu, Alex. Merci de m'avoir invité. Désolé. Désolé. Si vous voulez, dites « Merci de m'avoir invité ». J'ai éternué juste pendant votre introduction. Désolé. Non, j'apprécie que vous m'ayez invité, merci. Entendu. Alors Alex, je veux qu'on passe tout ça en revue, étape par étape. Et je veux commencer par ces nouvelles photos que nous n'avions jamais vues auparavant dans ce rapport. Donc, il y a ces 3 bateaux qui sont ancrés côte à côte, le Palm Beach, le Triton, le bateau à bord duquel on pense que Nolan est arrivé, ainsi qu'un 3e nommé Bateau 3. Alors voilà le point. Le rapport lui-même précise que ces étiquettes sont des annotations de la source, pas les véritables numéros d'immatriculation de ces bateaux. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous.
Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous... Peut-on réellement savoir qui était sur quel bateau? Est-ce que ça a de l'importance? Parle-nous de ça. Je veux dire, si tu pouvais obtenir les numéros d'enregistrement, évidemment, tu pourrais retrouver les propriétaires. Ce serait difficile, je dirais, de savoir qui était sur chaque bateau, à moins que, quelqu'un qui était sur chacun de ces bateaux témoigne du nombre de personnes qui ont emmené là-bas, qui étaient là. Il faudrait une certaine corroboration de la part des personnes qui étaient réellement à bord et il n'y aura pas de manifeste ou quoi que ce soit de ce genre auquel se référer. Donc, tu vas devoir compter sur des témoins qui diraient, oui, j'avais A, B et C sur mon bateau, X, Y, et Z sur mon bateau. Et voici qui est venu avec nous et voici qui est reparti avec nous. Mais ça, c'est grâce à l'enquête. Les enquêteurs devraient déterminer cela. Et Alex, je veux que tu regardes ça. Donc le rapport indique comment les bateaux étaient positionnés et comment ils ont bougé. Et ils ont constaté qu'il apparaît sur une photo, là à gauche, et tu peux voir le navire qu'ils appellent bateau X, ancré entre les bateaux 1 et 2. Ensuite, il n'apparaît pas sur la photo de droite, montrant ainsi un mouvement et une transition. Pourquoi est-ce important? Je veux dire, ça va montrer si ce sont bien nos bateaux qui sont concernés par cette enquête. Premièrement, ça montrera, espérons-le, une chronologie de quand les bateaux étaient là et en quelque sorte où ils se trouvaient par rapport au reste, qui pouvait ou non être à bord en lien avec l'affaire. Et puis, l'absence d'un bateau donnerait alors une indication, à quelle heure approximative ce bateau est-il parti? Cela influencera la chronologie de l'affaire. Concernant leur mouillage ou la raison de leur positionnement, j'en suis sûr. Avec une vue plus large de la zone à ce moment-là, vous auriez probablement une centaine de bateaux ancrés le long de cette plage qui essaient simplement de se rapprocher pour profiter des festivités de la journée. Vous savez qu'est-ce qui se passait là ce jour-là, le 4 juillet? Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment précis. Parce que le rapport inclut une photo du rivage qui aurait été prise à 16h50. Donc 19 minutes après que le Triton est apparemment parti à 16h31. Et sur cette photo, le bateau appelé numéro 2, ils disent qu'il n'est plus à sa position d'origine. Donc, à 16h50, au moins un bateau avait déjà bougé. Le rapport note que Nolan pourrait être sur cette photo à 16h50. Mais vous savez, il pourrait l'être. Ce n'est pas confirmé. Et j'imagine que cela contredirait ce que nous avons tant entendu dans les rapports, à savoir que la dernière fois que des gens l'ont vu, ceux qui étaient avec lui, c'était à 15h, non? Donc, je pense que c'est important. Cela pourrait être important. Encore une fois, tout cela, une grande partie de ces informations évolue encore. Je ne sais pas si quoi que ce soit de tout cela a été confirmé de manière absolument certaine. Je pense qu'au fur et à mesure de l'enquête, ils essaient de préciser les choses. Mais encore une fois, cela dépend d'éléments comme des photos qui ont été remises aux enquêteurs par le public ce jour-là. Et pendant qu'ils passent ces photos au peigne fin, ils essayent de reconstituer les événements dans un ordre logique ou une chronologie plus concrète. Cela va prendre du temps. C'est un peu difficile. Il faut reconnaître, est-ce bien le bateau? Vous savez, il y a beaucoup de questions. Est-ce que c'est le même bateau? Est-ce que c'est pas le même bateau? Est-ce que c'est lui à bord? Est-ce que c'est pas lui à bord? Ils essayent de démêler tout ça et c'est difficile parce que, contrairement à la télévision, on peut pas simplement l'afficher, l'améliorer, le nettoyer et le lancer. Vous savez, ça ne fonctionne pas aussi facilement. Et la plupart des agences n'ont pas vraiment cette technologie et cette technologie est surtout faite pour la télévision. C'est pas comme dans les experts, contrairement à ce que les gens aimeraient croire. Mais ça fait partie de l'enquête. Permettez-moi de vous demander, de façon générale, avant que nous passions à la chronologie, dans quelle mesure les forces de l'ordre comptent-elles sur un rapport de la United Cajun Navy? Je veux dire, je ne sais pas dans quelle mesure dans cette région il s'y fierait. Vous savez, c'est la Cajun Navy. D'après mes souvenirs, elle est vraiment née à la suite de l'ouragan Katrina, qui a rassemblé un groupe de citoyens bien intentionnés, ayant les moyens et la capacité de sortir des bateaux pour aider les gens. Et je trouve ça génial.
Les groupes de bénévoles sont de bons partenaires. Je pense que ça en fait partie. Je ne sais pas si ce sera la pièce maîtresse ou l'élément clé qui reliera tout, mais vous savez, c'est toujours plus d'informations. Et tout ce que vous pouvez demander dans une enquête, c'est de rassembler autant d'informations vraies et factuelles que possible pour, en gros, construire votre enquête. Et c'est ici que le rapport de la Cajun Navy identifie le problème central. Car selon le rapport, la dernière observation de Nolan, corroborée par des sources indépendantes, a eu lieu entre 15h23 et 16h27. Donc, cela représente une période d'un peu plus d'une heure. Et il n'y a encore aucune information pour combler ce vide ici. Alors tu sais, Alex, d'après ton expérience dans l'enquête de ce genre d'affaires, que pourrait-il s'être passé pendant cette période? Comment enquêtes-tu? En gros, il s'agit d'une heure manquante, sans, pour l'instant, de témoins civils, n'est-ce pas? Nous ne savons pas ce que les forces de l'ordre savent. Nous ne savons pas qui ils ont interrogé. Mais il semble qu'il y ait ce vide. Et à un moment donné, tu parlais d'une île barrière. Elle est isolée. Elle se trouve à 10 miles au large de la côte. Mais en même temps, ce n'est pas une petite île, mais une grande, avec beaucoup de bateaux et de monde. Il y a une fenêtre temporelle. À quoi penser? Comment enquêtes-tu? Je pense que nous devons être prudents pour tous les enquêteurs amateurs sur Internet. Les informations accessibles au public sont peut-être moins nombreuses que celles des enquêteurs. Ceux qui interviennent dans des émissions comme celle-ci travaillent avec ce qu'ils connaissent. C'est pas forcément la même chose que ce que savent les enquêteurs. Et les enquêteurs ne sont pas toujours obligés, ni ne devraient toujours vouloir. On parle beaucoup de transparence. Mais quand on mène une enquête, parfois, il faut retenir certaines informations pour ne pas orienter d'autres témoins potentiels vers des conclusions. Et donc, à ce stade, on ne sait pas si cette fenêtre est plus petite ou plus grande du côté des enquêteurs. Les enquêteurs continueraient à retrouver les personnes présentes ce jour-là, organiser des entretiens, pousser chacun à maintenir sa version et tenter d'obtenir un maximum d'informations. Mais la réalité, c'est qu'il peut simplement y avoir une lacune à cet endroit où vous avez une centaine de personnes présentes à un. Faute d'un meilleur terme, une grande fête. Qui fait vraiment attention à une seule personne et l'observe alors que, vous savez, il faisait ce qu'il faisait. On ne suit pas forcément toutes ces personnes individuellement, en tête à tête. À la rédaction de ce rapport, l'enquête des forces de l'ordre était toujours en cours. Donc, la situation pourrait évoluer, n'est-ce pas? Et donc, ce rapport de la marine note aussi quelque chose de très important que je veux mentionner ici. Ils n'ont pas pu établir, je cite, une continuité, une chaîne corroborée de manière indépendante depuis la dernière fois que Nolan a été vu jusqu'à 16h31. Est-ce que c'est inhabituel? Oui, c'est pas inhabituel. Je veux dire, si tu peux t'imaginer dans un grand rassemblement, si on te sortait de la foule et qu'on te demandait pourrais-tu me dire où était la dame en robe rouge que tu vois juste ici pendant toute la soirée? Si tu ne faisais pas particulièrement attention à cette personne, comment pourrais-tu le savoir? Donc, ils essaient de recueillir le témoignage de tout le monde. Et puis, le temps est une chose étrange parce que si tu es à un événement comme celui-ci ou à une fête, à quelle fréquence, à moins d'avoir un endroit où aller, fais-tu vraiment attention à l'heure? Donc, c'est pas forcément la chose la plus facile à déterminer minute par minute pour n'importe quel événement. Dans ce cas, tu as affaire à beaucoup d'enfants. Ils font ce qu'ils font et ils s'amusent. Je sais pas à quel point ils font attention s'ils sont distraits par autre chose. Donc, c'est difficile. Les enquêteurs mènent vraiment un combat difficile, surtout sous la pression et l'attention du public que cette affaire a reçue. Tout le monde veut des réponses, eux aussi. Mais il faut du temps pour essayer de comprendre cette partie-là. Je souhaite revenir sur un point évoqué plus tôt. Selon le rapport, il y avait une femme sur l'île, nommée Caitlin Bouchard, qui aurait apparemment pris une photo des navires et signalé que Nolan n'était visible nulle part lorsqu'un groupe a quitté l'île à 19h30. C'est la capture d'écran de sa déclaration au-dessus de la photo. Alors Alex, parlons-en un instant. 3 heures, apparemment après que les amis soient partis, selon ce témoin, Nolan aurait déjà pu avoir quitté la zone. C'est, je pense, significatif. C'est significatif. Je pense que l'heure de 19h30 est importante, parce qu'une grande question est de savoir comment personne n'a vu ce qui lui est arrivé, même si c'était accidentel ou, vous savez, quelle que soit la situation. Comment cela s'intègre-t-il dans la chronologie? Comment cela s'intègre-t-il dans l'analyse? Parce que c'est une chose de dire que la dernière fois que nous l'avons tous vu, ou que nous étions avec lui, c'était dans l'après-midi.
Et maintenant, vous entendez ce témoignage à propos de 19h30. La dernière personne ou témoin ayant pris cette photo est introuvable. Cela signifie simplement que s'il n'est pas là à 19h30, c'est en fait votre point final, non? Si personne ne l'a vu ensuite, peu importe l'heure, 15h30, 16h30 ou 19h30, c'est donc votre créneau. Vous avez cette fenêtre et devez travailler depuis les deux extrémités. Pouvons-nous resserrer cette fenêtre temporelle et peut-être avoir une meilleure idée de quand exactement ou où il se trouvait lorsqu'il a disparu? Et puis, y a-t-il une série d'événements qui se sont produits à ce moment-là qui pourraient indiquer ce qui s'est éventuellement passé? Vous savez, la réalité aussi, c'est que je sais qu'il y a des questions sur les autopsies et sur le fait que 2 autopsies sont en cours. Je sais que l'une d'elles indique pour l'instant qu'il n'y a pas de cause de décès confirmée. Mais disons, pour les besoins de la discussion, disons que c'était une noyade. Contrairement à la télévision, c'est pas toujours spectaculaire ni ponctué de cris. Parfois, la victime disparaît sans que personne ne le remarque. Pouvez-vous clarifier cela un instant? Parce que dans des situations comme celle-ci, on est confronté à un environnement très particulier. Et il y a actuellement un débat pour savoir si Nolan avait bu et dans quelle mesure. D'après votre expérience, qu'est-ce que vous entendez par là? Donnez-moi un scénario dans lequel cela aurait pu être une noyade accidentelle, où personne ne l'aurait vu et où personne n'aurait pu l'aider. En évoquant la chronologie, on parle d'événements. Pouvez-vous imaginer un scénario où cela serait arrivé? C'est presque le seul scénario où cela aurait pu arriver. Le scénario qui me viendrait à l'esprit, je suppose, et je ne dis pas du tout que c'est ce qui s'est passé, mais un scénario qui serait logique serait qu'il se retrouve coincé, sans moyen de transport. C'est un jeune homme en bonne santé, athlétique. Il se dit, bon, je vais devoir nager. Il se fatigue, panique et se noie. Et il a 18 ans. Je vais vous dire que les décès par noyade et les victimes de noyade aux États-Unis, il fait partie de cette catégorie, cette tranche de 18 à 24 ans. Et les gens demandent toujours pourquoi. Ils sont jeunes et en bonne santé. Et cela concerne même ceux qui savent nager. Mais aussi pour ceux d'entre vous qui se souviennent de leurs 18 ans, on se sentait presque invincible. Vous vous dites, je peux le faire, ce n'est pas loin, j'y arriverai. Malheureusement, souvent, c'est là que les gens ont des ennuis. Même une personne en bonne santé, un bon nageur, peut se noyer. Je veux dire, c'est pas parce que vous savez nager et que vous êtes sportif que vous n'êtes pas susceptible de vous fatiguer et de paniquer. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'en ai parlé avec Joseph Scott Morgan dans notre sidebar hier, que même si l'autopsie officielle de l'État conclut qu'il s'agit d'une noyade, avez-vous encore toutes les pièces du puzzle? Savez-vous vraiment ce qui s'est passé? C'est si complexe. Concernant le rapport de cette jeune femme, la marine indique que sa déclaration pourrait être utile comme observation négative, mais qu'elle doit encore être corroborée. Ils doivent encore la vérifier. Et Alex, je voudrais regarder autre chose qui fait beaucoup parler. On y vient depuis un moment. Je veux parler de l'appel de détresse. D'accord. Celui où ces jeunes ont dit que le bateau coulait. Cet enregistrement audio est très important, parce qu'il fait partie intégrante du récit des amis. Ils disent que le bateau prenait l'eau. C'est pour ça qu'ils ont dû partir. Le rapport de la marine indique qu'il n'y a aucune preuve permettant de confirmer quand cela s'est produit. Et c'est aussi significatif. Le rapport du MDMR, c'est-à-dire le département des ressources marines du Mississippi, le mentionne. À 4h31, le bateau a avancé à une vitesse de 0,6 à 4,2 nœuds pendant près d'une heure avant de reprendre une navigation normale à 17h25. Donc encore une fois, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu des vidéos où il semble aider, sans Nolan à bord. Il y a eu des débats sur l'appel audio. Que percevez-vous en fond sonore? Si un bateau prenait vraiment l'eau, quelles preuves devraient exister? Comment la vitesse du bateau influence-t-elle votre analyse de cela? À quoi devrions-nous réfléchir? Eh bien, je veux dire, évidemment, vous savez, pourquoi le bateau prend-il l'eau sinon? Un bateau en bon état qui prend l'eau. Et il pourrait y avoir des raisons logiques, comme des dommages à la coque. Ce serait une façon pour un bateau de prendre l'eau. Un passe-coque défectueux qui aspire ou expulse l'eau du bateau par une pompe de cale, par exemple. Même au-dessus de la ligne de flottaison, un bateau alourdi ou un œillet de remorquage endommagé peuvent causer des entrées d'eau. Plusieurs raisons peuvent expliquer qu'un bateau prenne l'eau. La vitesse indiquerait alors que parfois, la plupart des bateaux, si vous avez de la puissance et que vous avancez, cela force l'eau vers l'arrière du bateau, ce qui lui permet de s'écouler par gravité, de sortir par les dallots.
Il vaut donc mieux avancer pour que l'eau s'écoule à l'arrière plutôt que de s'arrêter et laisser l'eau envahir le bateau. Cela pourrait aussi signifier que la vitesse était limitée et qu'il ne pouvait peut-être pas aller plus vite. Cela arrive souvent et peut avoir plusieurs causes. Des bateaux arrivent parfois en disant « Hey, je prends l'eau ». Ils veulent traverser une zone de limitation de vitesse sans ralentir car sinon l'eau dépasserait la capacité de leur pompe de cale. Ils préfèrent donc garder de la puissance jusqu'à ce qu'ils reviennent à leur quai, à leur élévateur à bateau ou qu'ils atteignent un endroit où ils peuvent pousser le bateau sur une plage afin de ne pas avoir à le renflouer plus tard et à gérer la situation de cette façon. Je voudrais avoir votre avis sur un point avant que nous terminions à ce sujet. Donc, le rapport de la marine identifie 5 problèmes spécifiques ici qui doivent encore être résolus. Selon le rapport, les enquêteurs doivent d'abord authentifier la dernière observation de Nolan, corroborée de manière indépendante, avec l'heure exacte, le lieu, la source et de support. Deuxièmement, authentifier les supports 323 et 427, déterminer si ces horaires correspondent à des heures d'événement, des heures de publication ou des heures d'enregistrement d'écran. Troisièmement, identifier le bateau X, déterminer quand il a quitté la configuration, où il est allé, qui était à bord. Quatrièmement, authentifier le départ à 4h31 en utilisant des données électroniques primaires, pas seulement des souvenirs. Et cinquièmement, établir une liste complète des personnes à bord du bateau, personne par personne, et comparer les déclarations de chacun avec l'enregistrement visuel. Et le rapport de la marine dit que tant que ces 5 points ne sont pas résolus, toute version affirmant avoir la certitude concernant Nolan, ce qu'il faisait, ses déplacements, je cite, « dépasse ce que preuves fournies peuvent soutenir ». Parle-moi de ce que tu en penses. Si jamais on veut vraiment savoir, comment ferais-tu pour résoudre ces 5 points d'incertitude potentiels? Et j'espère que les forces de l'ordre s'en occupent. Oui, eh bien, je pense que ce sont tous des points valides. Je ne pense certainement pas que ce soit quelque chose que les enquêteurs des forces de l'ordre n'essaient pas déjà de faire. Et même si j'apprécie les suggestions, en tant qu'enquêteur, j'apprécierais les conseils de la Cajun Navy ou de quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine. Je peux vous assurer que les enquêteurs travaillent sur tous ces aspects. Cela inclut l'examen des données GPS provenant des unités GPS sur les bateaux, en essayant d'obtenir des horaires précis à la fois électroniquement et grâce aux témoignages. Et voir dans quelle mesure elles correspondent, et ils travaillent sur tous ces éléments, mais encore une fois, je tiens à souligner qu'il s'agit de centaines de personnes. Je suis sûr que tout le monde présent sur cette île ce jour-là n'est pas venu dire « oui, j'y étais », parce qu'il y aura une partie de ce groupe, pas forcément le groupe immédiat, mais un groupe de fêtards sur l'île qui se disent « je ne veux pas être mêlé à ça ». Ce n'est pas qu'ils essaient de ne pas, comme s'ils étaient coupables, je dis juste qu'ils ne veulent pas être impliqués. Eh bien, avec toutes les menaces, toute cette attention et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça ne m'étonnerait pas. Donc, je pense que c'est là qu'on doit, à notre époque actuelle, avec cette gratification instantanée que nous recevons de, vous savez, YouTube et d'Internet. Au processus minutieux nécessaire pour mener une enquête aussi vaste que celle-ci, avec autant de paramètres en jeu. La famille veut des réponses. Quelqu'un veut que quelqu'un soit tenu responsable de cela. Et il y a beaucoup de choses là-dedans et les gens veulent y ajouter des choses que à mon avis, ne pense pas vraiment être pertinentes. Vous savez, que ce soit la question de la race ou que ce soit, vous savez, il était ceci ou elle était cela ou le groupe est ceci. Il y a beaucoup de... Et puis vous avez tout ce que je viens d'appeler la section des commentaires qui veut juste lancer des choses pour être, vous savez, provocatrice ou pour provoquer une réaction chez quelqu'un. Je pense que beaucoup de ces choses brouillent les pistes. Les forces de l'ordre ressentent la pression du public, ce qui est normal. Mais ils essaient aussi de faire ce qu'ils peuvent avec les informations dont ils disposent et de construire leur enquête. Et c'est pour ça que la famille a engagé Ben Crump. Parce que s'il y a bien une chose qu'on peut dire, c'est que ça attire l'attention sur cette affaire. Et il craignait que ce soit classé sans suite, sans acte criminel, circulé, il n'y a rien à voir. Il demande une enquête approfondie. Avec Ben Crump et cette attention, l'affaire est très suivie. Avant de finir, dites-moi, je sais que vous n'avez pas toutes les preuves, que vous suivez juste les informations, comme moi. Pensez-vous que cela fait davantage penser à un accident ou à un acte criminel? Eh bien, sans toutes les informations du rapport d'autopsie, donc ce serait comme avancer à l'aveugle. Si c'est un acte criminel d'après des résultats de l'autopsie et les blessures qu'il aurait pu subir, j'espère et je voudrais que les responsables soient traduits en justice.
Si l'autopsie, les preuves montrent qu'il n'y a eu apparemment aucun acte criminel ou qu'il n'a pas de blessure autre que celle compatible avec une noyade, je veux que la famille ait confiance dans l'enquête qui a été menée. Et ce sont deux réalités très différentes à gérer, car aucune famille ne veut perdre un enfant. Et c'est quelque chose de très difficile à accepter. Et c'est un immense processus de deuil. Et pour tous ceux qui proposent du contenu ou des commentaires qui n'aident pas à faire avancer les choses, il y a une famille qui pleure la perte de leur fils. Et c'est tragique. Si c'était un accident tragique, je veux voir la communauté se rassembler et célébrer la vie de ce jeune. D'après tout ce qu'on dit, il semblait être un jeune homme formidable, actif dans son quartier, à son école, avec ses amis, avec sa famille. J'espère qu'on se souviendra toujours de lui pour cela. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et souhaite que les enquêteurs découvrent la vérité. Oui, totalement. La chronologie est floue, car on ignore l'avancée de l'enquête du shérif et la date de présentation au grand jury. On souhaite que la famille puisse avancer et obtenir des réponses. C'est une situation très bouleversante. Merci beaucoup Alex Spire pour votre temps, je vous en suis reconnaissant. Merci de m'avoir invité, Jesse. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant, ici sur Sidebar tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC. Si vous voulez me suivre, sur X, Instagram, retrouvez Jesse Weber Live sur News Nation, du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.